Bonjour, bienvenue à la Fondation pour l'innovation politique. Nous recevons aujourd'hui Xavier Keraeman. Bonjour. Bonjour. Nous sommes avec Erwan Lenohan. Bonjour Erwan. Bonjour. Nous allons ensemble interroger Xavier Keraeman. Erwan Lenohan est responsable du blog Trop Libre de la Fondation. Xavier Keraeman, vous avez publié un livre dont le titre peut apparaître comme technique. Esprit de service, passer du marketing au management de l'expérience client, chez L'Exitis Éditions. C'est un livre qui s'ancre, vous nous direz si c'est un lien que l'on peut établir aussi simplement que cela, dans une expérience forte qui est celle, au fond, de la grande réforme de la Poste et du service qualité de la Poste. Vous êtes vous-même directeur qualité du groupe La Poste. Vous êtes membre de la Commission nationale des services. Vous avez fondé le club Esprit de service et innovation managériale. Et en 2012, vous avez reçu le premier prix du podium de la relation client dans la catégorie entreprise de service, et précisément pour le groupe La Poste. Et de cette expérience très riche, vous nous donnez ce livre, qui est aussi un livre de réflexion, pas simplement un livre qui relaterait une expérience, bien qu'il y ait dans votre livre beaucoup de références à ce que vous avez fait, et des éléments d'ailleurs qui en font notamment l'originalité, à savoir des moments où régulièrement vous dites « ma conviction », vous nous dites ce que vous avez comme conviction sur tel ou tel aspect de la question. Je voulais vous poser une question pour introduire notre échange et puis donner en même temps à voir le contenu du livre. On est très frappé quand on lit votre livre par la manière dont vous introduisez l'idée de service et ce que vous appelez l'esprit de service. Vous faites une description de nos économies occidentales, et en particulier, restons dans l'économie française en tout cas pour le moment, et vous dites, voilà, nous sommes passés dans une économie de service, ça on le dit beaucoup, mais il y a des conséquences à cela très profondes qui ne sont pas souvent comprises et encore moins souvent intégrées dans la réalité de l'action d'entreprise. Cette conséquence de fond, elle est un changement très profond dans la relation avec le client, la relation avec l'interlocuteur, qui suppose une forme de révolution culturelle et qui, au fond, fait l'objet de votre livre. Est-ce que, au fond, vous avez le sentiment que c'est un mouvement qui pousse les entreprises à se transformer en profondeur, ou bien est-ce que vous pensez plutôt que c'est un mouvement initié par des entreprises et qui se diffuse dans la société? Est-ce qu'on peut commencer par cette question un peu large? Bonjour, et effectivement, ma perception, c'est qu'on est face à quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la vague de fond. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur des changements de posture dans la société, au sens où, en effet, on voit notre économie profondément travaillée par les nouveaux usages, par les nouvelles façons finalement de consommer. C'est cette idée que très vite on s'aperçoit qu'on recherche plutôt l'usage que la possession. Aujourd'hui, on loue une voiture, on loue en fait la possibilité de se déplacer, on fait du covoiturage, on est en train de regarder comment finalement on peut consommer mieux, moins cher, d'une certaine façon dans une optique presque de développement responsable. Et toutes ces choses-là sont profondément en marche. C'est porté aussi par les attentes, je dirais, la sociologie des nouvelles générations qui sont vraiment dans cette économie, dans cette façon de fonctionner. Et tout ça est rendu possible par l'innovation dans le numérique, où ce qui autrefois n'était pas possible, aujourd'hui est rendu possible par les technologies. Et donc ce mouvement de fond vient profondément interroger les modes de fonctionnement, et donc toutes les structures un peu établies, toutes les organisations un petit peu figées, et on voit bien qu'on passe d'un moment où on était beaucoup dans le top-down, dans la verticalité, dans le silo, dans le sachant vert, à quelque chose qui est aujourd'hui beaucoup plus transversal, de coproduction, de co-création, justement d'association de chacun à la production. On dit d'ailleurs souvent qu'une des différences entre l'industrie et le service, c'est que l'industrie, il y a quelqu'un qui pense le produit, qui le crée, puis après on essaye de le vendre, alors que le service, c'est justement un moment
ou qu'on ne peut pas stocker, qu'on ne peut pas dupliquer. C'est justement ce moment qui est fait entre un producteur et un consommateur. Il y a une co-création des deux côtés. Donc toutes ces choses-là sont profondément à l'œuvre aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on ne peut pas imaginer donc nos organisations fonctionner comme si ce mouvement-là n'était pas à l'œuvre. Moi, ce que j'ai bien aimé dans votre livre, c'est que il y a d'abord un message qui est résolument positif. Vous écrivez que oui, la réforme est possible au début, en ouverture du livre, et vous ajoutez que l'adaptation est la clé de la vie, de la survie. La progression se fait jour après jour, pas à pas, dans l'exigence et l'écoute, pas de mutation soudaine. Alors, je trouvais que c'était très convaincant et très intéressant dans votre expérience que vous rapportez, ce que vous avez pu faire à la Poste, et qui a fréquenté les bureaux de poste il y a 15 ans et les fréquente aujourd'hui peut mesurer très concrètement cette différence. Est-ce que vous pensez qu'on peut en tirer des enseignements plus larges pour la politique réformatrice de manière générale? Est-ce que la réforme en France ne se fera que pas à pas et sans mutation soudaine? Est-ce que la réforme est possible? Qu'est-ce que, peut-être, c'est des enseignements de l'entreprise, quels enseignements on peut tirer pour notre pays de manière plus générale? Je crois que c'est vraiment l'idée du livre. C'est-à-dire de dire finalement... c'est un exercice long, une vraie innovation de rupture qu'on a conduite avec les équipes dans les 2000 plus gros bureaux de poste de France. Et on aime bien dire que la Poste est une petite France. Et donc, c'est cette idée que si on a réussi par rapport à quelque chose qui, dans l'esprit de beaucoup, était figé ou ne pouvait pas changer, malgré tout ce qu'on pouvait en dire dessus, cette possibilité de changement montre qu'en effet, rien n'est impossible, à condition de trouver le chemin, à condition de savoir finalement encourager les équipes à aller sur ce chemin. Parce que bien entendu, on quitte une position A pour aller à une position B parce qu'on a un intérêt à le faire. Et donc tout l'enjeu, c'est d'essayer de bien montrer le sens et d'accompagner et de rassurer en permanence. Alors comment on fait ça? En fait, c'est en faisant d'abord en faisant des pilotes pour bien montrer à une échelle plus réduite que ça peut fonctionner et donc ensuite généraliser. C'est de pouvoir faire savoir quand ça marche et où ça marche pour donner envie aux autres. Et puis, à chaque fois que c'est compliqué, d'être là avec une structure légère, de façon à ce que là où ça semble plus compliqué, il y a toujours de bonnes raisons, c'est de pouvoir aller débloquer le point. Une chose qui nous avait frappé dans cette transformation dans les bureaux de poste, c'était un peu cette idée de fatalité. C'est-à-dire, en fait, le service public, c'est l'égalité. L'égalité, c'est chacun son tour. Chacun son tour, c'est une file d'attente. Et à partir du moment où on ne va pas aller changer cette posture de service public, on ne peut donc rien faire. Et c'est vrai que, d'une certaine façon, les collaborateurs, les agents, les guichetiers de la Poste étaient autant en souffrance que les clients de cette situation. Il y avait beaucoup d'incivilité. C'était difficile d'être vraiment fier de son travail. Mais ce sentiment qu'on ne peut pas changer les choses. Et c'est vrai que l'idée a été vraiment de passer beaucoup de temps avec les équipes, dans 40 bureaux soigneusement choisis, pour voir avec les équipes, avec les patrons des bureaux de poste, avec les clients, la façon dont tout cela fonctionnait ou dysfonctionnait. Et de regarder comment, en bougeant certaines choses, et en particulier en constatant que on vient dans un bureau pour des raisons assez différentes, et ces raisons ont des temps d'opération assez différents, et que si vous êtes, vous, pour une opération rapide, derrière quelqu'un qui fait un mandat ou un Western Union qui est plus long, c'est compliqué. Et donc c'est cette idée de je ne quitte pas mon territoire de valeur, le service public, c'est-à-dire j'accueille tout le monde. Par contre, puisque chacun vient pour des raisons différentes, je vais repenser l'espace, la circulation, l'énergie dans l'espace. Et naturellement, pour passer de cette situation, je suis assis derrière une vitre à je vais vers avec le sourire en demandant ce que je peux faire pour vous. C'est cette transformation sur laquelle il a fallu beaucoup travailler parce que justement ça fait peur cette transformation. Par contre, une fois qu'on se rend compte de la façon dont finalement on vit la relation
dans un cercle vertueux évidemment bien meilleur par rapport à un client qui va être content, qui va vous sourire. Et du coup, ça encourage finalement, ça encourage à continuer. Et tout l'enjeu d'une certaine façon, et c'est en ce sens que je pense que l'enseignement peut servir à beaucoup d'autres endroits, c'est que la responsabilité du management ou des grands chefs, c'est de mettre les collaborateurs en situation de réussir. Parce qu'en fait, en général, les gens ont plutôt envie de bien faire, et chez nous, en tout cas, envie de rendre service. Par contre, l'organisation, les processus, toute la routine fait qu'à un moment donné, c'est pas moi, de toute façon c'est comme ça, etc. Et donc tout l'enjeu, c'est la responsabilité vraiment de la direction, c'est de rendre possible, en changeant l'organisation, pour mettre chacun en situation. Et bien sûr, de l'accompagner pour les premiers pas. Et ça, à mon sens, c'est quelque chose qui, en effet, peut être fait dans un grand nombre d'organisations et un grand nombre d'entreprises, à condition aussi qu'on se donne le temps. Parce que le changement, c'est forcément pas à pas, en effet, c'est forcément un petit peu long. Quand on s'est rencontrés, Xavier Keraïman, nous, on était ici à la Fondation très admiratifs du fait que cette réforme était un succès. Et c'est vrai ce que dit Erwan Lenoir, c'est-à-dire qu'on a un sentiment très positif qu'on n'a pas souvent, malheureusement, en France, qu'on a quand même quelques fois, mais pas assez souvent, de quelque chose qui s'est bien passé. Alors sans doute que c'est compliqué, mais ça s'est bien passé. Est-ce que vous avez eu le sentiment que la raison pour laquelle ça s'était bien passé, c'était parce qu'au fond, vous avez su mobiliser les acteurs de la réforme, il y a toujours un peu de ça, ou bien parce que vous aviez a priori le concept de la réforme, l'idée de la réforme, et finalement vous avez su l'expliquer, ou bien vous avez réussi à coproduire la réforme. C'est plutôt de quel côté que ça se situe? Une mobilisation sur un concept préexistant ou une coproduction avec les acteurs? Oh, je crois que on avait fait un petit tour, toujours en benchmark, pour regarder un petit peu les différentes situations, etc. Mais ce qui a été le moteur, c'est vraiment de vivre ces moments avec les équipes pendant plusieurs semaines, de façon à vraiment coproduire ensemble la situation. Nous avons aussi, par exemple, organisé beaucoup de tables rondes entre les guichetiers et les clients, ce qui permettait du coup aux clients de dire directement ma perception, mon envie par rapport au fonctionnement, par rapport au service de la Poste, c'est plutôt ceci. Et c'est vrai que pour les équipes en général, c'est quelque chose qui est plus facile à entendre que si c'est le directeur qualité ou si c'est le chef qui le dit. Le fait aussi de faire des regards croisés, c'est-à-dire le patron du bureau de poste d'à côté qui vient regarder mon bureau de poste et qui me dit voilà ce que je vois chez toi et maintenant viens voir chez moi. C'est-à-dire en fait d'être vraiment dans cette transparence, dans cette confiance d'une certaine façon. Dis-moi un peu ce que tu vois et on va regarder comment faire. Alors ça c'est vraiment ce qui a permis d'une certaine façon à faire de faire le déclic. Et là où nous, ensuite, en revanche, on a beaucoup travaillé avec les équipes, sachant que tout ça a été fait en co-construction par des gens de la Poste. C'est pas une méthode qui est arrivée d'autres endroits. Ça a été de construire les outils de la réforme. C'est-à-dire effectivement, on a cette photographie, ce diagnostic ensemble, et après, pour conduire la transformation, il y a des outils. Et ces outils, ça a été pour nous quelque chose de très important. Ça a été les parcours clients dans le bureau de poste, voir à quel moment, quels étaient, comme on dit, les moments de vérité du client par rapport à sa relation avec le bureau de poste ou avec le guichetier, de façon à déterminer ce que chacun des guichetiers des 2000 plus grands bureaux de poste de France doit faire à ce moment-là du parcours du client. Donc ça, c'est vraiment l'enjeu des standards de service, de définir finalement ces manières de fonctionner. Et ensuite, c'est parce que c'est comme ça qu'on progresse et c'est comme ça qu'on peut effectivement rendre compte, on a évidemment installé beaucoup de dispositifs de mesure et avec une logique, une philosophie de la transparence, puisque les résultats étaient mis sur l'intranet, de façon à ce que chacun puisse savoir où en est chacun, évidemment avec un discours d'accompagnement qui consiste à dire on n'est évidemment pas là dans de la mesure pour sanctionner,
On est là, dans de la mesure, pour savoir où on en est sur un chemin. Et tout le monde a le droit d'être à un endroit différent du chemin. Et nous, notre responsabilité, avec les opérationnels, avec les managers, c'est d'aller voir ceux qui sont, on va dire, le plus en retrait par rapport à l'objectif d'aller chercher seulement 5 minutes d'attente pour aller chercher son recommandé. Et donc de travailler avec les équipes sur ces bureaux de poste, sur les points qui semblent les plus difficiles. Et donc les standards de service, l'outil de mesure, la formation, le travail au plus près au niveau du management, avec une relation directe avec les 8 patrons de région, ce qui permet d'avoir en direct les opérationnels et de bien voir la façon dont tout ça fonctionne, la démultiplication sur les 48 patrons de départements, et puis ensuite les communautés managériales, c'est-à-dire l'endroit où il y a où chaque responsable de département a tous les patrons de bureau de poste de son département, et de pouvoir échanger en direct sur la façon dont ça se passe chez chacun, et d'identifier les points bloquants, de faire connaître les réussites, et là où c'est difficile à chaque fois d'être présent. Tout l'enjeu par rapport à tous ces discours sur la pyramide inversée, c'est vraiment de dire les personnes les plus importantes, ce sont celles qui sont en contact avec les clients, c'est là où se fait le service, c'est là où vous allez être satisfait ou pas satisfait de ce moment-là, et puisque ce sont les personnes les plus importantes, toute l'organisation derrière doit être là pour les aider à réussir l'acte de service. Alors, ce que je trouve intéressant dans cette réforme et cette progression de la Poste, c'est que on voit que ça a profondément changé, tout en préservant l'identité de la Poste, qui est pour chacun un service public de proximité, un service de proximité. Et c'est ce que je trouvais très intéressant dans le livre, c'était ce deuxième message, qui est que aujourd'hui, entre la concurrence internationale, la mondialisation qui a ses effets positifs, l'économie numérique qui a aussi ses effets positifs, on reproche souvent qu'il y a une perte de lien humain, une perte de relation de proximité. Et je trouve que ce que vous montrez bien, c'est qu'il y a aujourd'hui 2 stratégies, un peu de façon schématique. La stratégie low cost, on coupe les coûts et on fait quelque chose qui peut être efficace, on fait quelque chose qui essaie de rester dans la compétition, où on monte en gamme, on monte en valeur ajoutée. Cette valeur ajoutée, c'est le service, c'est la relation humaine. Et d'une certaine façon, ce que votre livre montre, c'est que dans la mondialisation et l'économie numérique, le service par les personnes, c'est une valeur ajoutée, et que de façon assez paradoxale, la concurrence ne produit pas que de la dématérialisation, mais également de la proximité, de la valorisation de la proximité. Est-ce que c'est un peu ce qu'on peut conclure de votre livre ? C'est très juste. Il y a un premier enseignement qui est que pour réussir aller chercher ce sourire client, il faut que déjà il y ait le sourire en interne. Et donc c'est vrai que l'esprit de service est vraiment sur ce sujet de dire comment je fais pour améliorer la relation en interne, en management, en coopération avec l'ensemble des équipes, pour aller chercher ensuite le sourire du client. Et là où vous avez raison aussi, c'est que en effet, s'il y a bien quelque chose que l'on reconnaît à la Poste, c'est cette proximité, cette accessibilité pour tout le monde. Comme on dit, pour tout le monde, tout le temps, quel que soit l'endroit. Et dans une société qui devient très numérique, bien entendu, la Poste doit aussi utiliser tous les outils numériques. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a énormément travaillé la relation client cross-canal, multicanal, c'est-à-dire en fait de permettre aux clients d'avoir accès à la Poste par tous les dispositifs possibles. Mais ce qui compte, c'est qu'en effet, et c'est ça aussi l'enjeu d'esprit de service, c'est que quel que soit le canal que vous avez choisi, en face à face, alors c'est vrai que nous, on est une entreprise où il y a 260 000 personnes. Donc vous avez une multitude d'occasions de pouvoir rencontrer les acteurs de la Poste. Vous avez 85 000 facteurs, vous avez 35 000 guichetiers, vous avez 10 000 conseillers bancaires. Donc ça, c'est vraiment la relation qui va structurer justement l'échange et ensuite l'acte commercial. Bien entendu, cette relation doit être aussi bonne si vous êtes au téléphone. Sur le 3631, qui est notre numéro de téléphone, il y a 10 millions d'appels par an, avec beaucoup de demandes d'informations. Mais vous avez aussi le site Internet, vous avez aussi les réseaux sociaux. Et tout l'enjeu pour nous, c'est de réussir le sentiment que vous avez trouvé réponse et de façon simple à votre besoin, quel que soit le canal que vous avez choisi. Et d'une certaine façon, même si c'est à distance, que vous ayez perçu aussi cet esprit de service de la Poste, c'est-à-dire dans sa proximité et évidemment dans son humanité.
Et donc pour nous, c'est pour ça que ce sujet est clé. Et donc on va travailler les postures de service, les attitudes de service. Parce que, comme on dit, le service, c'est de la relation, et qu'est-ce qu'on perçoit dans de la relation, c'est bien des attitudes de service. Mais bien entendu, une attitude de service, ça ne peut pas s'imposer. Et donc, toute cette idée, c'est de dire que pour que chacun ait la bonne attitude de service, il faut qu'il ait compris le projet de l'entreprise et qu'il ait la possibilité de réaliser finalement ce pourquoi il est là. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que l'enjeu, c'est vraiment de permettre à chacun d'être en condition de réussir. Et dans des organisations comme celle-ci, mais comme dans d'autres grandes organisations, tout l'enjeu, c'est de passer, une fois qu'on a passé le socle des standards de service qui permettent de dire, voilà la qualité minimale partout à offrir, c'est de renvoyer de la confiance et de la marge de manœuvre, parce que c'est ça la deuxième étape, de façon à ce que par rapport à une demande client ou une demande usager ou par rapport à quelqu'un qui ferait une demande un peu différente ou qui a besoin de réactivité, il faut évidemment que la personne soit là pour prendre en charge. Hein. Et donc c'est tout cet enjeu, c'est de dire on structure les choses suffisamment pour monter une première marche en qualité et ensuite je renvoie de la confiance de façon à ce qu'en termes de marge de manœuvre, je sois dans la réactivité puisque la société où on est aujourd'hui, chacun est comme ça, a besoin que les choses aillent très vite, a besoin de se sentir pris en charge. Voilà tout l'enjeu. Vous dites dans votre livre que le service, c'est aussi, ça peut être principalement, mais on ne le voit pas suffisamment sur cet aspect-là. Votre livre le montre bien, et vous venez de le dire à l'instant, un levier de création de valeur et de différenciation concurrentielle. Et un peu plus avant, dans une espèce de mise au clair que vous proposez au lecteur, qui sont les caractéristiques du service, vous écrivez ceci, qui me paraît, moi, très utile à méditer. C'est par le service que les entreprises cherchent à se différencier. Donc là, on retrouve la question de la création de valeur et de la différenciation. Mais la maîtrise du service est complexe. Il est instantané. Sa production n'est pas planifiable. Il est fugace. On ne peut le réparer comme un produit. Il est par ailleurs facilement copiable par un concurrent. Le client veut qu'il soit rapide, simple, personnalisé, authentique. Et donc on voit là dans cet extrait de votre livre, Xavier Keraïmans, on voit à quel point le terrain est difficile en même temps. Sur le terrain du service et de l'amélioration du service, il y a une espèce de bataille terrible qui se livre. Parce que ce que vous décrivez là, le client veut un service rapide, simple, personnalisé, authentique. C'est vraiment placer la barre très haut. Et on peut même se demander s'il n'y a pas, au fond, une espèce d'exigence qui est sans cesse relancée par la qualité des services. Vous avez beaucoup amélioré les services de la Poste. Le client, assez vite, s'y habitue. Il y a une espèce d'ingratitude chez le client qui ne connaît plus l'état antérieur. Erwan s'en souvient, pourtant, vous êtes très jeune. On faisait des sketchs là-dessus il y a quelques temps. On ne les fait plus du tout. Et la génération qui vient, elle est capable de faire monter encore son niveau d'exigence. Il y a une espèce de paradoxe où c'est la vie du service à l'entreprise. Non, c'est très juste. C'est car là, on est vraiment dans ce mot qui devient si fort aujourd'hui, c'est qu'on est dans le domaine de l'expérience. Et donc, chacun a une expérience tout au long de sa journée. Le matin, s'il est à Paris, avec le métro, le boulanger, avec le docteur, avec le roi Merlin, avec la Poste, bon. Et c'est dans tous ces moments de contact avec les entreprises, il va vivre des expériences. Et aujourd'hui, en effet, il ne va pas dire « Oh, bah là, je suis avec le service public » ou « Là, je suis avec le docteur » ou « Là, je suis chez Euro Disney ». Donc, il va comparer tout ça. Et donc, en fait, ce qui est difficile, justement, un petit peu dans cette compétition d'aujourd'hui, c'est que c'est justement mon expérience que je vais avoir qui va me permettre de dire « Bah là, je suis content » ou « Là, je le suis un petit peu moins ». Et par rapport à autrefois, en plus, j'ai plaisir à le dire à tout le monde, y compris à travers les réseaux sociaux. Autrefois, on disait, quand je suis pas content, je le dis à mes 5 ou 10 amis le soir. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, l'ensemble de la planète est au courant. Et donc, c'est
incontestable qu'on est dans un moment, du coup, de grande exigence pour tout le monde. Alors, c'est aussi pour ça que certaines entreprises, et là, je pense en particulier à la RATP, aiment bien rappeler que la qualité du service est aussi liée à l'acte que va faire le client. C'est ce qu'ils ont appelé dans le cadre de la bus attitude, c'est-à-dire si vous ne validez pas votre ticket en tant que client, c'est l'ensemble de la qualité du service pour l'ensemble des personnes qui sont dans le bus qui va être abîmé. Et donc c'est cette idée que, en effet, le client, puisqu'il est coproducteur du service, il faut aussi qu'il joue un rôle et qu'il accepte cette idée que voilà, les choses sont compliquées. Et en effet, pour éviter peut-être cette course folle, c'est qu'à un moment, en effet, le client puisse... Mais ça, c'est un peu ce pari par rapport au développement responsable, c'est qu'on est aussi des clients responsables, c'est-à-dire qu'ils acceptent aussi un certain nombre de compréhension des situations. C'est-à-dire on ne peut pas être dans une logique de surqualité. À un moment donné, par exemple, si on prend l'exemple de la Poste, on a décidé que pour des opérations longues comme bancaires, 10 minutes, c'était bien, ou que pour une opération rapide comme aller chercher son colis ou son recommandé, c'est au maximum 5 minutes. Bon, aujourd'hui, dans un certain nombre de bureaux, on est en dessous de ces temps-là, puisqu'en moyenne, on est à 2 minutes 30. Mais l'idée, ce n'est pas de continuer à aller plus loin. C'est plutôt au contraire de dire, puisque cette situation est bonne, qu'est-ce que je peux en faire? Donc, par exemple, chez nous, dans les bureaux de poste, ça a été de dire, maintenant que la relation est meilleure, on va pouvoir proposer de nouvelles offres, donc c'est la téléphonie mobile, et ça permet aussi du coup de passer aux collaborateurs, aux guichetiers, une preuve sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur le fait de dire, vous n'êtes plus dans une posture où vous êtes juste là, un peu comme des automates pour rendre 3 euros ou 5 timbres, vous êtes là pour être dans du conseil sur des nouveaux produits qui sont en plus des produits qui vont venir des jeunes qui ne venaient plus en bureau de poste. Donc en plus, vous avez bien cette logique de rendre possible l'arrivée donc de nouveaux services qui sont évidemment intéressants pour le client, mais valorisants. Parce que dans toute notre démarche, on a beaucoup travaillé sur cette idée de symétrie des attentions, c'est-à-dire que pour réussir la relation avec le client, je dois réussir la relation interne, et c'est là où, en effet, la direction et le management jouent un rôle clé. C'est parce qu'ils sont exemplaires, c'est parce qu'ils sont les premiers concernés dans cette transformation qu'ensuite on est crédible pour dire aux collaborateurs qui est face à face avec le client d'avoir telle et telle position. C'est parce que nous-mêmes, on tient cette position. Et c'est vrai que cette logique d'exemplarité, cette logique de transparence, qui est vraie donc à l'extérieur avec les réseaux sociaux, elle est aussi vraie dans les entreprises. Et dans ce moment de transformation qu'on vit, on voit bien que toutes les organisations qui sont éminemment poreuses ne peuvent pas avoir des fonctionnements différents des fonctionnements de la société. C'est pour ça qu'une société qui est en réactivité, en transversalité, en coproduction, en co-création, on ne pourrait pas avoir des organisations, un État, des élus qui resteraient dans quelque chose qui est juste sur la verticalité. Ça n'est pas tenable. Et donc tout l'enjeu, c'est d'être plutôt sur la vague que sous la vague. Et pour être sur la vague, il faut accompagner cette transformation de la société de façon à être en adéquation finalement avec ce que les uns et les autres attendent d'une entreprise, d'une organisation, d'une certaine façon qu'elle lui simplifie la vie, d'une certaine façon qu'elle lui rende service. C'est pour ça qu'elle est là. Dans votre livre, et cette idée-là, elle me paraît très forte, et elle rejoint d'ailleurs la question que vous posez tout à l'heure, Erwan Lenoy, quand vous expliquez qu'au fond, comme vous le faites ici, le client est appelé lui aussi à se réformer lui-même, à entrer dans une forme de compréhension que peut-être il n'avait pas jusque-là. Il y a une relation qui devient quasiment une relation civique, au-delà de la relation d'échange d'un service contre sa rémunération. J'ai pour ma part une dernière question à vous poser, Xavier Keraeman. Si on s'ancre dans l'actualité la plus immédiate, et si on songe au cas Uber, qui provoque beaucoup de remous. Au fond, comment vous le situez dans votre réflexion? Puisque c'est quelque chose qui se situe exactement dans le champ de votre réflexion, c'est un service qui s'invente, et qui s'invente avec la collaboration de ceux qui peuvent en faire usage, mais qui sont en même temps les producteurs. Donc il y a une espèce de nouveau paradigme, mais qui
qui a sa qualité intrinsèque, sa proposition intrinsèque, mais dont on s'aperçoit qu'en réalité, il redistribue de manière si radicale la façon de rendre service ou de vendre du service que la société se crispe et finalement est prête à le refuser. Ouais, je trouve que c'est vraiment un exemple presque caricatural, en effet, de cette confrontation, de cette tension finalement entre, on les appelle un peu les barbares par rapport à l'ancien monde, c'est-à-dire en fait toutes ces entreprises qui vont aller se mettre à l'endroit où il y a la rente, le process qui était tout bien huilé, voire rigidifié. Et je trouve que dans cette économie, en effet, qui devient service, on a tous ces nouveaux acteurs qui viennent là. Alors, ce qui est intéressant dans l'exemple d'Uber, c'est que précisément, ils viennent se situer sur des points de dysfonctionnement, sur des irritants de chacun par rapport au service, c'est-à-dire chacun pestant en disant je n'arrive pas à avoir un taxi, quand j'en ai un, c'est pas très agréable pour différentes raisons, etc. Et finalement, mon expérience n'est pas très bonne. Et d'ailleurs, dans d'autres pays, elle est meilleure. Voilà. Et quand vous êtes sur ce point de dysfonctionnement, en France, on a plutôt tendance à protéger les choses, donc ça peut durer un peu, mais on voit bien qu'au bout d'un moment, ça ne peut pas durer. Et que donc ces nouveaux acteurs vont venir précisément se situer sur les points sur lesquels on avait les plus grands reproches à faire au taxi, en disant, ben voilà, vous pouvez m'appeler, je suis disponible, la voiture est propre, je me lève pour venir, je vous demande si vous voulez la radio, vous avez même le journal, enfin vous avez tout ce qu'il vous faut. Et après, on est dans ce que je crois qui est très important et que j'ai aussi essayé de montrer dans le livre, c'est la méthode finalement pour accompagner cela. Il n'est pas question, je pense, de dire non par rapport à quelque chose qui vient se situer sur un service si important pour chacun. Par contre, effectivement, on ne peut pas non plus dire, voilà, d'un coup de baguette magique, j'ouvre tout. Et puis ceux qui avaient mis beaucoup d'années pour se constituer finalement leur métier, leur licence, etc., bah, tant pis pour vous. Et donc, ce qui est l'enjeu, à mon sens, dans plein de domaines en France, c'est de trouver justement cette façon de faire avancer finalement l'ensemble de la société, parce qu'on va accompagner ceux qui sont les plus touchés, mais à aucun moment on va empêcher le progrès, on va empêcher l'amélioration du service. Donc je pense que dans cette histoire, ce que j'espère, c'est qu'en effet on saura accompagner, les taxis les plus classiques, et puis permettre à d'autres acteurs en effet de trouver leur place tout en respectant les règles. Mais ça, normalement, c'est quand même pour le coup le rôle de l'État et de la régulation, ou en tout cas de la régulation en Europe. Merci Xavier Keraeman. Donc, heureux d'avoir échangé avec vous à propos de votre livre Esprit de service qui paraît chez Lexitis Éditions. Mais je ne veux pas oublier de dire que vous avez signé à la Fondation pour l'innovation politique une note, la débureaucratisation par la confiance, coécrite avec Serge Soudoplatov et Pierre Pezzerdi, qu'on peut aussi retrouver sur le site de la Fondapol. Merci beaucoup et merci à Erwan Lenoir. Merci beaucoup.